Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va encore parler de runner et de loyauté. Avant tout, je vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous avez fait aux 2 dernières vidéos. J'espère que vous allez tous très très bien. Côté update, si vous vous renseignez un petit peu, vous savez que tout va bien, que tout avance, que ça va très vite. J'ai bien conscience que c'est très paradoxal de vous dire ça alors qu'on est en pleine période insurrectionnelle en France. Il faut que vous sachiez que la France est un des fiefs de l'État profond. Et ces périodes insurrectionnelles, ces violences, etc. sont nécessaires. Elles font partie du grand réveil. Aujourd'hui, il n'y a plus de temps. Vous savez qu'on doit être très nombreux, le plus nombreux possible à être éveillés sur la planète. Et oui, ces événements-là, terribles, dramatiques, servent au grand réveil. Ok, je voulais remercier les nouveaux abonnés, un grand merci à vous, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de Suzy. Alors, Suzy a une petite quarantaine, elle est runner, elle est mariée, elle a 2 enfants. Je vais vous expliquer un petit peu sa problématique qui vous aidera beaucoup à comprendre cette notion de loyauté chez le runner, qui est indispensable à comprendre. Suzy vit un couple qu'elle décrit de chaotique. Mais elle me dit, je me suis engagée pour la vie. En réalité, elle n'est pas mariée. Mais pour elle, c'est tout comme. Elle s'est engagée. À nouveau, comme dans le cas précédent, c'est elle qui consulte. Donc c'est elle qui est moteur du lien, qui a conscience du lien. Même si son chaser est très éveillé, comprend énormément de choses, il n'a pas de son côté mis des mots et des explications sur ce lien. Donc c'est elle qui bosse. Elle est arrivée vers moi en pensant qu'elle était le chaser. C'est assez fréquent. Quand le runner est moteur du lien et qu'il se renseigne, il se met à regarder beaucoup de vidéos, comme on fait tous. Comme ces runners éveillés sont en très grande souffrance, ils se reconnaissent d'abord dans la polarité de chaser. Je reviens à Suzy. Suzy n'est pas spirituelle, comme beaucoup de gens qui me contactent. Elle n'a pas encore cette spiritualité très ancrée. Elle n'est pas très attirée absolument pas par le galactique, absolument pas par le soin particulièrement, etc. Elle me dit cependant qu'elle est très axée sur les étoiles, depuis petite. C'est un discours classique d'indigo. Elle me dit qu'elle n'a plus d'intérêt dans sa vie. Elle me dit que c'était trop souffrant avec son jumeau, que donc elle a coupé les ponts parce que c'était trop, parce que son âme criait. Le couple qu'elle forme avec son énergie partenaire est assez difficile. Concrètement, ils ont 2 enfants et cohabitent. Ce qui fait qu'elle supporte ce couple, c'est qu'il a beaucoup de déplacements. Son mari, son conjoint, est souvent en déplacement, ce qui lui permet, comme elle me l'explique, de respirer, d'avoir un peu d'oxygène. Elle me dit qu'avec ce conjoint, sa relation est toxique, qu'il n'est pas lumineux, qu'il est contrôlant, qu'il se fait respecter des autres par la peur, par l'intimidation, qu'elle a perdu son essence et qu'elle se sent en permanence comme si ça allait exploser à l'intérieur. Elle me dit qu'il a une grosse emprise sur elle, qu'elle n'arrive pas à s'en défaire, mais qu'en gros, c'est lui qui amène l'argent et que pour l'instant, elle n'est pas en mesure de se libérer de ce couple. Ça n'est pas au goût du jour, ça n'est pas à l'ordre du jour. Et de toute façon, revient cette idée qu'elle s'est engagée et que quand on s'engage, c'est pour la vie. Il y a déjà une forme de loyauté qui s'explique par sa famille. On peut évidemment pas ici rentrer dans tous les détails, mais elle suit un schéma, un pattern familial. Il faut rester, coûte que coûte. Qu'on soit heureux ou pas, on reste. Ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble. Elle le décrit comme soupe au lait pour après me dire à quel point leur relation est toxique. Elle m'explique qu'elle ne peut plus plaisanter, qu'elle ne peut plus rire, qu'ils n'ont plus de communication, qu'elle n'ose plus, que quand elle le fait, elle se sent attaquée. Pourquoi je vous explique ça? Pour que vous compreniez la contrainte. On en a déjà parlé dans les 2 vidéos précédentes, et dans d'autres certainement, la contrainte que vit le runner, et que, par sacrifice, il va accepter. Et moi, je vous ajoute aujourd'hui la notion de loyauté. Elle sait que son conjoint la manipule, qu'elle n'a plus la possibilité de communiquer dans son couple. Elle commence les thérapies et la spiritualité commence à s'installer en elle. Elle se sent spirituelle. Elle reconnaît qu'elle vit la même relation que ses parents.
son conjoint à peu près dans le même domaine professionnel que son père. Et sa maman a souffert, est restée, souffre encore, donc elle suit le schéma. Vous avez compris. Son conjoint également est inclus dans la compagnie familiale, et ça c'est très fréquent. Il y a donc un double lien, non seulement le couple, mais en plus la famille est liée, ce qui rend les choses vraiment extrêmement compliquées pour les runners le jour où ils souhaitent partir. Elle m'explique que sa famille est dysfonctionnante, qu'elle vivait des violences verbales, psychologiques, etc. Et je lui explique que, d'un point de vue transgénérationnel, elle est en loyauté. En effet, on travaille en transgénérationnel, on observe que sur 4 générations, le féminin sacré, a été en grande souffrance psychologique. Quand elle voit son chaser, elle redevient comme une adolescente, comme une enfant, elle le trouve beau quand il parle. Pourtant, elle reconnaît qu'il n'est absolument pas son genre physiquement. Je lui explique que c'est assez souvent le cas dans nos couples. Et elle me dit en effet se raccrocher à sa famille. N'oublions pas qu'il y a 2 enfants également. Suzy parle souvent de ses peurs, de qui elle était quand elle était enfant et qu'elle n'est plus. Elle me dit que son chaser est beaucoup plus avancé qu'elle, qu'il ressent les choses. Elle est en thérapie avec une personne qui lui demande à date fixe de prendre une décision quant à ce couple toxique, dangereux. Bien sûr pour la protéger. Donner une échéance en termes de date à un runner est une chose impossible. Ça va totalement à l'encontre de leur personnalité, de leur capacité de prise de décision. Ils ne peuvent pas. Je vous rappelle, quand je les appelle les diplomates, ça n'est pas pour rien. Ils ne peuvent pas blesser les autres. Ils ne peuvent pas blesser leur entourage. Ils ne peuvent pas lâcher les autres. Quand je parle de diplomate, et là je vous décris un peu plus le concept, je parle de loyauté. Je vous ai déjà expliqué qu'il faut, je pense, dans le podcast précédent, tout le monde doit être protégé. Tout le monde, sauf eux. Pas leur chaser, on a compris. Mais en revanche, leur famille, le conjoint, la conjointe, les parents, tout le monde sera protégé. Quitte à ce que eux-mêmes souffrent à en mourir à l'intérieur, à s'éteindre totalement, ils iront jusqu'au bout. Donc, j'en reviens à cette thérapeute qui avait dit à Suzy, voilà, à telle date, il faut que tu aies pris une décision. Décision de quitter ton conjoint, déménager de chez toi, aller t'installer ailleurs avec tes enfants, etc. C'est impossible pour elle, cette demande, cet ultimatum, littéralement, c'est comme ça que ça s'appelle, est totalement impossible pour elle, crée une séparation, une dichotomie intérieure, une blessure profonde, la met en panique, la met en souffrance. Elle me parle de blocage, évidemment de problèmes d'argent. Partir, c'est une chose. Comment vivre après avec 2 enfants, c'en est une autre. Il y a des réalités derrière ces parcours de flammes jumelles, des réalités très humaines qu'il faut prendre en considération également. Quelque temps après, elle me dit qu'elle a peur de manquer d'argent et puis finalement me dit qu'elle ne manquera pas d'argent et qu'elle le sait, que ça n'est pas la vraie raison. Elle réalise que dans son couple, le deal, c'était l'argent. C'est-à-dire qu'elle reste avec son conjoint parce qu'il apporte du confort. Et tout être humain a besoin de confort. Que ce confort soit réel ou fictif importe peu ici. Au bout d'1 ou 2 consultations, elle commence à dire ouvertement qu'elle a peur de son conjoint et explique sa difficulté à réorganiser sa vie. Elle me dit qu'elle a besoin qu'on la supporte, qu'on lui tienne la main. Bien évidemment, il s'agit de construction mentale, de construction éducationnelle. Elle explique que devoir quitter son foyer, quitter sa maison, réorganiser cette vie, c'est une montagne insurmontable pour elle. Et on le comprend bien évidemment, aucune séparation n'est facile. Néanmoins, Suzy est maintenant libre, elle arrive à parler, elle arrive à s'exprimer, à mettre des mots sur ses émotions et à oser dire ce qu'elle vit intérieurement. Et d'ailleurs, pour le clin d'œil, son mari lui dit qu'il n'aime pas cette nouvelle Suzy. À la 3e séance, elle commence à pouvoir exprimer « Je suis comme dans le néant. La vie ne me donne jamais le choix. Je laisse la vie me diriger. Je sais que je dois prendre une décision difficile, mais je suis dans le déni. Je fuis. Je dois prendre ma responsabilité de grande personne. Il faut que j'avance toute seule. » Et vous vous souvenez dans le podcast précédent, je crois,
que c'était Alice qui nous disait « je dois grandir émotionnellement ». Enfin, on retrouve toujours cette notion de personne parfaitement adulte qui émotionnellement n'est pas adulte. En tout cas, qui le croit. Je rappelle qu'il s'agit de construction mentale. J'insiste, je décrypte dans les mots que la personne me livre toutes ces constructions mentales, toutes ces programmations. On commence par les programmations transgénérationnelles, on commence par les programmations de l'éducation, du milieu, etc., la famille, le transgé, globalement. Et ensuite, on va remonter dans le karma. Et on va pouvoir petit à petit défaire ces schémas, les uns après les autres. C'est un travail difficile. C'est un travail souffrant pour le runner ou la runner. Pour résumer, aujourd'hui, Suzy nous dit « Je me sens comme une petite fille face à une montagne effrayante ». Alors, il faut savoir que le jumeau et l'énergie partenaire, le conjoint, se connaissent physiquement. Et que ce conjoint au caractère explosif sait qu'il est face à un rival différent. Il a ressenti la vibration différente et le réel danger potentiellement que cette personne représente pour son couple. Donc il s'est montré menaçant, physiquement menaçant envers le jumeau. Et c'est là que je n'avais plus eu le moindre doute quand Suzy m'a dit « Je resterai avec mon conjoint, bien que toxique, parce que je protégerai mon jumeau. Si je dois me séparer de mon conjoint, je sais que ce conjoint ira immédiatement, directement, menacer, attaquer, agresser mon jumeau, donc je resterai mariée. Loyauté. Elle restera dans son couple toxique pour protéger son jumeau, qui est, rappelons-le au passage, un homme tout à fait en capacité de se défendre lui-même, qui ne certainement n'imagine pas un seul instant le sacrifice qu'elle est en train de faire. Et je comprends qu'elle est en train de me dire qu'elle ne veut pas que se reproduise cet événement douloureux où son conjoint s'en est pris physiquement et verbalement à son jumeau. C'est une situation assez inédite. Je ne l'avais pas encore vue dans d'autres consultations. Généralement, les partenaires et les jumeaux, jumelles s'ignorent, ne se connaissent pas. Mais effectivement, quand c'est le cas, on comprend bien que le conjoint a parfaitement compris qu'il était face à une vibration particulière. Et on retrouve ici du karma, bien évidemment. Ce sont des gens qui ont un karma commun. Ce n'est pas la première vie où ils se retrouvent confrontés les uns aux autres, puisque Suzy, dans ce couple, a déjà du karma par rapport à son conjoint, et bien évidemment, vous savez que le jumeau a également du karma par rapport à cette personne, et à Suzy, bien naturellement. J'espère que vous me suivez. Elle est donc encore à ce stade dans une forme qui est très classique chez les runners, et pardon pour la généralité, dans une forme de léthargie, dans une forme d'immobilisme, dans une forme d'engourdissement, d'endormissement. Pour ne pas traumatiser son entourage, elle reste et elle ne bouge rien. Et ça, je sais que ça vous parlera à beaucoup d'entre vous. Bien sûr, ce qui va la faire bouger, d'abord, c'est qu'elle travaille beaucoup sur elle. Croyez bien que quand les runners se mettent au travail, les choses vont vite. Ils vont plus vite que les chasers. Ils rattrapent leur retard, si je puis dire. Ici, on parle pas de retard puisqu'on est bien sur la personne motrice du lien. Mais ils vont à une vitesse, je dirais, au moins 3 fois plus rapide que celle des chasers dans leur travail personnel. À ce stade du travail, je lui ai fait prendre conscience de cet engourdissement et lui ai dit qu'elle a le choix. Elle peut effectivement rester dans cette vie ou passer à l'action et tout changer. Alors il s'agit de absolument mon travail, mon rôle, de lui suggérer et de lui montrer qu'une autre voie est possible. Je vais notamment lui expliquer, et c'est ce qui peut-être a commencé à allumer une étincelle, c'est qu'actuellement on compte entre les 2 jumeaux, les 2 enfants et l'énergie partenaire, 5 personnes en souffrance. Et je lui explique que ces 5 personnes en souffrance dépendent d'elle. Et que si elle passe à l'acte, à l'action, on pourrait avoir 5 personnes heureuses à la place. Je lui parle alors de la séparation consciente. Ce qui nous est à nous, femmes jumelles, imposées aujourd'hui, c'est justement ces séparations conscientes où on ne va pas blesser l'autre, où on ne tolérera pas
que soit les enfants, soit le conjoint ou la conjointe, soient lésés, soient blessés, soient humiliés. Nos séparations doivent se faire dans la conscience, dans le respect, dans la bienveillance. Il n'est pas question, et on ne peut de toute façon pas, vous l'aurez compris, imposer à un runner une contrainte. Tu dois quitter ta tierce, ta partenaire, ton partenaire pour moi, pour toi. Ça ne fonctionne pas comme ça pour eux. Le seul moyen de leur permettre de passer à l'action et d'envisager simplement, puisque pour l'instant, pour la plupart, ils n'envisagent pas que ce soit possible. C'est de leur suggérer effectivement de faire les choses en conscience, dans la bienveillance, dans l'amour, pour finalement libérer l'autre. L'énergie partenaire est en souffrance aussi. On le voit dans le cas de Suzy, on le voit dans tous les cas. Ce qu'il est important que le runner ou la runner comprenne, c'est que son énergie tierce, son énergie partenaire, est en souffrance également. C'est une réalité, puisque il, en l'occurrence, ou elle n'est pas aimé. Il est donc important que le runner, la runner comprenne qu'elle a cette possibilité de, oui, casser un couple, casser une union, pour libérer une énergie, pour offrir à l'autre l'opportunité, la chance d'être aimé par quelqu'un qui l'aimera, puisque ça n'est pas le cas. Les runners n'aiment pas leur énergie partenaire. Ils restent auprès de leur énergie partenaire par loyauté karmique et par loyauté humaine, pas par amour. En aucun cas, il ne s'agit jamais d'amour. D'amour, bien évidemment. Il s'agit de personnes avec qui ils ont construit des familles, attention. Mais il ne s'agit pas de l'amour inconditionnel. Il ne s'agit pas de l'énergie amour. Il s'agit du sentiment d'amour. On l'avait exprimé, je crois, la dernière fois ou dans le premier podcast Runner mon amour. Pour un runner, ce que le chaser offre, c'est une page blanche. Et c'est un autre de mes runners qui m'avait dit cette phrase. Une page blanche, alors que de l'autre côté, il y a un lien précieux. Ce lien précieux, c'est ce qui a été construit avec cette énergie partenaire. Et la vie que le chaser offre, c'est cette fameuse page blanche qui les terrifie. Donc, bien entendu, il n'est pas question de détruire, de blesser, d'abîmer ce lien précieux, puisque souvent, il y a eu des enfants avec cette énergie partenaire. En tout cas, là, on est sur ce cas de figure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous introduis ce concept de séparation consciente. Et par consciente, on entend aimante, bienveillante. Il ne s'agit en effet pas d'abandonner quelqu'un, de rejeter quelqu'un. On a bien conscience, là, que en fond, ce sont les blessures abandonniques qui font mal. D'où l'intérêt de faire tout ce travail sur les blessures abandonniques, de se guérir profondément, de guérir son transgé et ainsi de suite, que ce soit pour le chaser ou pour le runner, c'est pareil. Il faut guérir, parce que sinon, on ne va pas de l'avant vers l'amour inconditionnel. On va reconstruire une relation conditionnelle, toxique, souffrante. Voilà pourquoi beaucoup de couples qui s'unissent, qui se réunissent, beaucoup de couples de flammes jumelles se réunissent trop tôt, et ça fait partie de leur parcours, c'est ce qui leur est proposé, donc ils l'essaient, c'est bien naturel, mais ça ne fonctionne pas, c'est souffrant, parce que les blessures ne sont pas encore guéries en profondeur, et que certainement on a laissé un conjoint, une conjointe en souffrance. Entendez, comprenez que pour que ce runner, cette runner, parte, enfin se libère de ces chaînes, elle doit s'assurer que son énergie tierce partenaire, ainsi que les enfants, ça va de soi s'il y en a, soit ok, que tout le monde soit safe, que ce soit juste pour chacun. Il n'est pas question de léser, de blesser. C'est d'ailleurs, on en reparlera, le concept des nouvelles familles. Je fais à nouveau référence à mon runner précédent. Les nouvelles familles, ce ne sont pas des familles recomposées, ce ne sont pas des familles, même pas des familles élargies, ce sont les nouvelles familles. Tout le monde est intégré, tout le monde est aimé, tout le monde est considéré à sa juste valeur. Ça signifie que quand parfois ce sont les enfants qui sont les énergies tierces, ça arrive, ces enfants-là sont ok pour l'union, se libèrent de leur lien karmique
avec vous, la chaser, polarité consciente, en règle générale, avec qui il y a du karma. Quand on dit que la situation karmique doit se dénouer, oui, que ce soit avec le conjoint, la conjointe, les enfants, un travail, peu importe. Ici, d'ailleurs, je le rappelle, dans le cas de Suzy, on retrouve ce karma et familial et professionnel. Les deux professions, le conjoint est professionnellement lié à la famille de Suzy. Souvent, entre énergie partenaire, conjoint du runner ou de la runner, on ajoute une autre énergie tierce qui est le professionnel. Ils ont souvent la même boîte, ils travaillent ensemble, ils ont monté cette boîte ensemble. Comment maintenant casser un couple, casser du professionnel, perdre une situation, perdre des amis, ce cas de figure qu'on connaît dans toutes les séparations, quelle qu'elle soit, quel que soit le lien. Comprenez-vous, en tant que chaser, que les choses sont rarement facilitées. Bien souvent, les énergies tierces s'accumulent. Il n'y en a pas qu'une. Ce serait trop simple. Pour en revenir à Suzy, on en est seulement à la 3e ou la 4e consultation et elle a parfaitement compris que c'est d'elle que les choses doivent venir, que c'est de son côté que les choses doivent bouger, que tout est entre ses mains finalement, qu'il suffit qu'elle prenne des décisions et fasse des mouvements pour que toute l'énergie se mette en route. Pour l'instant, elle a encore peur. Et puis pour être tout à fait honnête, ce qui l'a fait également réagir, c'est que son jumeau est en train de switcher, donc il s'éloigne, il se protège, et il faut le comprendre, il a en face de lui quelqu'un qui est en couple, et qui manifestement ne parvient pas à quitter ce couple. Alors bien sûr, notre Suzy commence à sentir son rejet, qui s'active, et qui commence à la pousser dans ses retranchements. Mais vous savez tous que ce n'est pas pour autant que le runner est prêt. Ce n'est pas parce qu'il est en souffrance qu'il va tout mettre en mouvement. Le runner a une capacité d'acceptation de la douleur. Il est résistant à la douleur à un point qu'on n'imagine parfois pas. C'est ce qu'on appelle le sacrificiel. Il va continuer à endurer, même si ça fait très mal. Donc notre travail à ce stade, ce n'est pas de pousser Suzy, de lui donner des ultimatums, de lui dire il le faut, ça ne signifie strictement rien dans le psychisme d'un runner. C'est quand ce sera le moment, et uniquement quand ce sera le moment, et encore une fois, ça n'est pas entre les mains ni du chaser, ni du runner. C'est entre les mains de plus grands que nous, acceptez-le. Face à Suzy, à ce stade, on en est à faire en sorte qu'elle s'aime, qu'elle reconnaisse la belle personne qu'elle est, qu'elle se valorise, qu'elle reconnaisse qu'elle a des besoins légitimes. Ce jour-là, elle me dit qu'elle a compris que cet engagement qu'elle a envers son conjoint, envers son énergie partenaire, ne fonctionne plus. Elle me dit le côté à la vie, à la mort, ça marche pas. Ça marche pas pourquoi? Parce que c'est moi qui vais mourir. Elle a compris le sacrificiel. Et elle me dit, je sais que je dois bouger. C'est moi qui vais devoir bouger de mon côté. Je ne veux plus que ce soit une excuse d'être runner. Comme toujours, vous le savez, pour Suzy comme pour les autres runners, pas de dramaturgie, pas de complainte, pas de victimisation. Elle se contente de temps en temps de me dire « c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué dans ma tête ». À ce stade, elle commence à me dire « c'est pas juste de laisser mon conjoint ». Ce qui pour nous signifie « il faut comprendre et décrypter toujours le langage des runners, attention. Ça ne signifie qu'une chose, c'est qu'elle commence à l'envisager. C'est que c'est devenu possible. Elle me dit aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est de connaître mon mécanisme. Je commence à être capable de ne pas fuir, mais je dois comprendre comment je fonctionne. Je ne me connaissais pas. Je lui explique le triangle de Karpman qu'elle découvre totalement. Je lui explique l'auto-estime. Elle me regarde avec de grands yeux étonnés, elle sait pas ce que c'est. Les choses progressent. Elle admet, elle déclare qu'elle n'a pas à subir les humeurs de son conjoint. Ça n'est pas juste, ça n'est pas normal. Chose qui était pour elle tout à fait naturelle auparavant. Elle s'adaptait à ce personnage colérique, imprévisible, qu'elle connaît par cœur puisque son papa était la même personne. Et elle a pris sur elle, parce que je sais quel courage il lui a fallu, de commencer à visiter des maisons.
Elle s'inquiète bien évidemment pour ses enfants. Est-ce qu'ils la suivront seulement? On revient sur le concept de justice pour chacun des membres de la famille, de cette nouvelle famille. Évidemment, il faudra qu'elle envisage cette discussion avec ses enfants. Il faut que vous imaginiez, vous qui êtes en majorité des chasers qui m'écoutez, l'extrême souffrance que ça va imposer à cette maman runner de devoir expliquer à ses enfants que leur vie va changer. Ça n'est jamais simple pour personne. Pour un runner, c'est de l'ordre de l'impossible. Elle m'explique que c'est difficile pour elle de travailler sur elle. Elle doit plus que quiconque cacher son cahier de santé, ce cahier qu'on entretient où on met tout notre travail à chaque fois. Elle doit se cacher, tout simplement. Elle me dit « je n'ai pas d'intimité ». Elle est surveillée. Ce qu'il faut entendre ici, c'est le mot-clé, c'est emprise. On a vu contrainte, on a vu loyauté. Il est difficile pour quiconque de quitter un conjoint ou une conjointe toxique, d'autant plus pour un runner ou une runner. Une personne qui vit une relation toxique entend parfaitement qu'il est temps de partir à un certain moment et qu'il faut mettre les choses en place pour se protéger. Un runner n'a pas cette conscience-là. Un runner n'a pas cette lecture des faits. Un runner reste par loyauté. Il ne va pas se protéger. Il n'envisage pas de partir pour se protéger. Et ici, c'est important, je le souligne parce que c'est le cas dans la plupart de ces couples runner énergie partenaire, le conflit les rapproche. Pourquoi le conflit les rapproche? Parce qu'à chaque fois qu'il est envisagé une séparation, la peur, la blessure de rejet du runner fait qu'il se rapproche de son énergie partenaire. C'est ce qui est si difficile à comprendre pour les chasers qui pensent que comme les choses vont mal avec l'énergie partenaire ou que leur runner féminine est malheureux, malheureuse, quelque chose va bouger. Non, rien ne bougera pour autant. Le conflit fait partie de leur relation, puisqu'il n'y a pas d'amour inconditionnel, sans que ce soit forcément un conflit ouvert, les frictions, ou simplement l'indifférence, la cohabitation, fait partie de leur relation. Ils peuvent très bien se comporter comme des colocataires, et c'est souvent le cas, mais ça leur convient. Ça rassure l'énergie partenaire qui pour l'instant ne perd rien et le runner qui peut rester dans son immobilisme. Suzy m'a dit ce jour-là, je suis une enfant dans une vie d'adulte. Elle m'explique, avant, je ne me posais pas de questions. Jamais. Je fonctionnais intuitivement. Je ne me suis jamais posé autant de questions. Oui, les runners sont des êtres intuitifs, instinctifs. Ils n'ont pas ce ressassement mental qu'ont les chasers. Pourquoi ils vont fuir à tout prix le lien? Parce que ça les plonge dans cet état de ressassement mental qu'ils ne connaissent pas. Voilà pourquoi le déni, voilà pourquoi le faux self, etc. Vous connaissez. Elle me dit qu'elle vivait, avant son lien, dans le flot de la vie. À ce stade, on est à la peut-être 5e consultation. Elle n'essaie plus de se conformer à ce rôle de chaser qu'elle croyait être le sien. Et vous savez que les runners sont des caméléons. Aujourd'hui, elle parle vraiment comme un runner. Et elle me dit qu'elle a pris conscience du contrôle du chaser. Elle me dit, je comprends le contrôle du chaser. Ils veulent tout savoir à l'avance. C'est épouvantable le contrôle qu'ils veulent avoir. Elle me dit, mais ça va arriver quand ça va arriver. Elle ajoute que lui, il n'est pas trop instinct, alors qu'elle, oui. Elle reconnaît que ce mal-être intérieur, les runners ne peuvent pas s'en sortir sans travailler sur eux, que la montagne est trop grosse. Ce jour-là, elle me raconte une anecdote. Son jumeau s'est fait opérer. Elle n'en savait rien puisqu'il ne communique que très peu. Et le jour de cette opération, elle a été très malade. Elle a eu un fort besoin de vomir, etc. Elle a ressenti physiquement les effets de l'anesthésie et la souffrance physique de son jumeau. Elle a su ensuite ce qu'il s'était passé puisqu'elle lui a demandé. Elle me dit que chez elle, les choses se sont calmées. Elle dit que son conjoint est encore très méfiant envers elle, mais qu'elle a réussi à calmer les choses. Pour que les choses s'apaisent, elle doit, en quelque sorte, entretenir cette vie de couple, cette vie factice de couple avec des échanges intimes.
C'est très fréquent dans tous les couples, il y a ici rien d'extraordinaire. Énormément de femmes et d'hommes également achètent la paix. C'est vraiment cette expression qu'elle a utilisée qui est absolument juste. Beaucoup de personnes, encore une fois, pas seulement chez les flammes jumelles et pas seulement chez les runners, achètent la paix par le sexe. C'est très connu. Homme ou femme, encore une fois, on n'est pas là pour stigmatiser les masculins, absolument pas. Donc notre Suzy achète la paix de temps en temps. Elle me dit ressentir beaucoup d'injustice. Mais elle me dit également que c'est du confort pour les enfants, c'est-à-dire du confort pour toute la maison, du calme, de la paix. Elle me dit qu'elle pleure à chaque fois. Elle est consciente qu'il y a une forme de manipulation, elle le sait pertinemment, mais elle n'a pas vraiment le choix. Elle me dit « Je fais mon devoir conjugal, ça le calme. » Elle dit, et vous le savez, que dans ces moments-là, bien évidemment, c'est à son jumeau qu'elle pense. Elle dit qu'elle se sent terriblement seule, terriblement coupable, et qu'elle s'excuse dans sa tête auprès de son jumeau parce qu'elle lui est infidèle. Voilà, j'en reste là parce que c'est très personnel, mais c'est quelque chose qu'on retrouve et que les runners racontent tous. On va refermer cette parenthèse intrusive et je m'en excuse auprès de Suzy. À ce stade-là, son chaser communique, c'est un chaser, donc il leur arrive d'être 2 ou 3 heures au téléphone. Elle ressent cette nécessité absolue de communiquer avec lui. Elle est terrorisée à l'idée qu'il puisse arrêter à nouveau de communiquer. Et bien évidemment, à un moment, il sera naturel qu'il coupe et qu'il switch pour se protéger. Elle me dit, je sais, quand il ne me parle plus, c'est qu'il est en souffrance. Il est fermé, alors je n'insiste pas. Évidemment, les chasers, vous savez comme on aimerait à quel point cette runner insiste. Mais non, il n'insiste pas. Et c'est juste. En réalité, ce que nous prenons pour de l'indifférence, c'est un respect absolu de vos limites. Ce n'est pas le moment. Il n'insiste pas. C'est tout. Sa blessure de rejet est encore très présente. Je la lis encore dans ses mots. Oui, elle dit ça doit être quand même très dur pour lui de me voir en couple. Elle en a tout à fait conscience. Suzy culpabilise énormément. Les runners carburent à la culpabilité. Ça n'est pas une nouveauté. Suzy me dit, il faut que j'aille dans l'action. Il faut que j'avance. Mais de nouveau, la culpabilité, quand elle n'est pas pour son chaser, elle est pour son énergie partenaire. Et vous comprendrez bien la grande difficulté et le terrible piège mental que vivent les runners, et là je peux généraliser, c'est que la culpabilité, ils la vivent vers leur chaser, mais bien évidemment envers leur énergie partenaire. Donc elle me dit qu'elle a l'impression de mettre un coup de poignard dans le dos de son conjoint. Cependant, elle me dit, je sais que c'est fini. Ça ne sort pas encore de ma gorge, mais c'est fini. Elle me dit qu'elle va visiter une autre maison et que si cette autre maison lui plaît, elle va pleurer, parce qu'elle sera dans la matière et qu'elle n'aura plus le choix. Elle me dit que son jumeau, c'est son petit bonheur et qu'elle veut juste vivre ces moments. Je rappelle qu'elle ne le rencontre pas physiquement. Suzy décrit très bien la relation qu'elle a avec son jumeau, qu'elle voit de loin physiquement mais qu'elle ne peut pas approcher. J'ai comme un radar, je le vois de loin. Elle dit que quand il y a du monde autour d'eux, elle perd tous ses moyens. Elle est dans la peur, dans l'inquiétude. Que quand ils sont seuls face à face, ce qui est rare mais qui arrive, elle s'apaise. Elle est bien. Elle retrouve ses énergies. Qu'en dedans, c'est très émotionnel, que ça la brasse et qu'elle perd le contrôle. Elle essaye encore de maîtriser cette situation de perte de contrôle qui fait si peur aux runners. Elle me dit qu'elle l'accueille dans la matière et qu'elle essaye de ne pas rester figée dans cet émotionnel. Et là, on retrouve le contrôle du runner, on dira plus le faux self à ce stade, mais elle essaye encore de contrôler cet émotionnel qui déborde et qu'elle ne comprend pas. Voilà pourquoi il faut du temps. Voilà, je vous propose qu'on referme ce chapitre, cette parenthèse un peu intrusive dans la vie de notre Suzy, et qu'on lui souhaite le meilleur.
N'oubliez pas que le monde est en train de bouger. Le monde entier, toute notre planète est en train de s'ajuster et nos liens s'ajustent avec. Pour les runners qui nous écoutent, soyez bienveillants envers vous-même. Ayez de la compassion pour vous-même. Soyez respectueux de votre rythme et acceptez que vous n'êtes pas contraint à la loyauté. Vous pouvez être loyaux envers vous-même. C'est tout ce que le lien vous demande. Ce lien de flamme jumelle vous apprend à lâcher la loyauté envers les autres, à sortir du sacrificiel et à trouver cette loyauté envers vous-même. Et je vous le souhaite de tout mon cœur. Si vous avez besoin d'être accompagné, mon mail est disponible dans la rubrique à propos. Commentez ce podcast. N'hésitez pas à liker. C'est très important pour que la vidéo puisse profiter à d'autres. Ça fait 1 an que j'ai commencé cette chaîne. C'est une petite chaîne, c'est une petite communauté. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur de me suivre, de commenter, de discuter avec moi, de me raconter vos aventures, de me faire confiance. Je sais que c'est pas facile de s'exprimer. Je vous remercie. Merci d'être encore là et merci aux nouveaux abonnés. Bienvenue à vous à nouveau. À très bientôt.